Dan, tu m'entends? Oui, Donc simplement, j'aimerais que tu puisses développer c'est Stéphane, non? l'illusion du choix. Oui, Oui. c'est moi, ouais, c'est Stéphane. Salut Stéphane. Est-ce que tu pourrais développer la dimension de l'illusion du choix? Parce que l'histoire du fameux libre arbitre, effectivement, je prends conscience que croire qu'il y a un libre arbitre, c'est croire qu'il y a quelqu'un. Et même à travers, tu vois, des vidéos sur des médiums qui soi-disant se connectent avec des guides, des vidéos qui paraissent très pertinentes, les guides ressortent avec l'histoire du libre arbitre. Donc, est-ce que tu pourrais un petit peu développer cette illusion du choix à travers ce soi-disant libre arbitre? Le libre arbitre, c'est ce sur quoi notre... C'est le socle de notre civilisation. Hein. C'est, ça nous vient aussi des religions monolithiques. Hein, comment on appelle, euh, après la croyance d'être quelqu'un, c'est la croyance la plus répandue dans la civilisation. Et on a tous, plus ou moins, l'impression d'avoir un libre arbitre, d'avoir le choix. Il se trouve que, avec les expériences scientifiques de Benjamin Libet en 83, ça a été infirmé. Désolé. Il a mis des électrodes sur le cerveau de personnes et il leur a demandé de choisir entre un bouton à droite et gauche. Et il y avait un cadran avec une horloge qui tournait comme ça, visuellement, qui tournait. Hop. Et à chaque fois qu'il décidait de faire le choix d'appuyer à droite ou à gauche, il devait noter où en était l'aiguille. Et en fait, on a découvert qu'on pouvait à 70%, ce qui est énorme, hein, quand on fait des études en aveugle, il y a des médicaments antidépresseurs qui sont vendus avec des taux beaucoup plus bas. À 70%, les électrodes pouvaient détecter le choix qui allait être opéré. Ensuite, en 2008, ces études ont été poussées de façon beaucoup plus importante au niveau, je ne sais pas comment on dit, au niveau scientifique. Micheline va nous dire ça. Au niveau scientifique, le protocole, voilà. Le protocole était beaucoup plus sérieux, enfin voilà, et c'était fait avec un scanner et ça allait dans le même sens. Et tout ceci, ça semble en fait évident, car chaque pensée que nous avons, comme le disait Nisargadatta Maharaj d'ailleurs, qui n'était pas physicien, hein, mais c'est des liquides, c'est de la chimie qui se rencontrent. Comment faire apparaître une pensée? Il faut de la chimie, de l'électricité, et où est le quelqu'un là? Où est le quelqu'un? Alors on peut voir que au niveau personnel, tous mes choix esthétiques, culturels, sportifs, spirituels, sexuels, à tous les niveaux sont conditionnés. Sont conditionnés par mon éducation, par les profs que j'ai eus, par mes parents, par les grands-parents, par l'environnement, par la société dans laquelle je suis né, par les livres que j'ai lus, par les sports que j'ai faits, par mon contact avec la nature ou pas, les odeurs que j'ai senties, voilà, la façon dont on m'a touché, les interactions que j'ai eues avec les animaux, les humains, les voitures, les machines. Enfin, on entre dans une causalité qui est tellement complexe qu'on comprend bien, même sans être, je ne suis pas du tout scientifique, mais on comprend tout de suite que chaque pensée est le résultat de milliards de causalités du microcosme, voire du macrocosme, si on prend l'air qu'on respire,
la température qu'il fait, est-ce que je suis dans la jungle, dans le désert ou en pleine ville, pollué ou pas, est-ce que je vis au 10e étage, au premier étage, tout ça, ça conditionne les pensées. Ça conditionne, tout est conditionné, le temps qu'il fait, la lune, pourquoi pas l'astrologie, les planètes, mais alors il faut aller au-delà aussi, la galaxie. En fait, on se rend compte que chacune de nos pensées est conditionnée par tout l'univers. Tout l'univers conspire ensemble à chaque pensée. Déjà, ça c'est une première évidence qui peut-être peut, chez toi, faire tomber des croyances. Mais, en général, comment dire, dans le partage, dans l'investigation non duelle, effectivement, comme tu le disais justement, on ne va pas par là, on ne va pas démonter le libre arbitre comme ça. On va se poser la question, qui détient le libre arbitre? S'il y a un libre arbitre, il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour exercer le libre arbitre. Benjamin Libet, dans ses recherches, et ceux qui ont fait des recherches postérieurement, ne remettent pas en question l'idée de la personne. C'est marrant d'ailleurs. Ils remettent en question l'idée du libre arbitre, et c'est évident qu'il n'y en ait pas. Scientifiquement, c'est prouvé. Mais vous savez comme moi que quand on prouve des choses qui vont à l'encontre de ce que croit l'immense majorité des gens qui composent l'humanité, qui vont à l'encontre de ce sur quoi est basée la civilisation même, c'est compliqué. Cette découverte n'a pas eu d'effet sur l'enseignement, sur la façon de juger les gens, la façon de faire de la politique, de considérer l'économie, la croissance, la démographie, etc. Ça n'a pas encore eu de conséquences dans les livres scolaires. C'était pourtant en 1983. Mais de la même façon, quand on a découvert que la Terre n'était pas au centre de l'univers, on est passé à l'héliocentrisme, on a compris que c'était la Terre tournait autour du Soleil. Vous savez, ça a mis du temps. Donc il faudra réfléchir à une nouvelle civilisation qui soit fondée sur d'autres choses. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des gens en prison, qu'il n'y aura pas de juges, pas de policiers, etc. Mais on ne pourra pas... il faudra refonder la civilisation, puisque tous les différents domaines, tous les différents étages de la société. C'est un chamboulement énorme. Mais tant que vous croyez que vous exercez un libre arbitre, alors dire que vous n'en avez pas, ça pourrait donner l'illusion que tout d'un coup vous êtes quelqu'un, mais qui n'a plus de libre arbitre, comme si vous aviez perdu quelque chose. Donc ça, quand les gens entendent ce message qu'il n'y a pas de libre arbitre, mais qu'ils continuent néanmoins à se prendre pour quelqu'un, alors ça amène des comportements assez paradoxaux, assez négatifs souvent. On entend ça dans les satsangs, notamment des gens qui partagent le message, ce qu'on appelle le néo-advaita, comme Tony Parsons ou Jeff Foster dans sa prime jeunesse de pointeur non duel, ou Richard Sylvester ou d'autres. Vous n'avez pas le choix, il n'y a pas le choix. Mais s'il y a encore le sentiment qu'il y a quelqu'un, dépourvu du coup du choix, ça amène souvent à l'aquabonisme. Une sorte de... Oui, mais alors à quoi bon tout ça, etc. Mais en réalité, évidemment, il y a ni choix, il n'y en a jamais eu, donc c'est pas quelque chose qu'on perd, il n'y a jamais eu de choix. Et puis, il n'y a pas non plus quelqu'un, donc il n'y a jamais eu quelqu'un, donc c'est pas comme si on perdait un pouvoir, un contrôle. Et donc il n'y a pas lieu de se sentir frustré, mais au contraire de se sentir libéré d'un poids énorme. Parce que
si au XXe siècle, il y a eu 200 millions de morts, donc des gens qui sont morts parce qu'ils pensaient différemment des autres, ils avaient une autre image d'eux-mêmes que les autres, tout ça, c'est aussi basé sur l'illusion d'avoir le choix. Donc, le fait d'avoir le choix, enfin, le fait de croire qu'on a le choix, semble créer une sorte de, comment on pourrait dire, de stimulation chez l'humain. Donc c'est peut-être un avantage darwinien, comme on dit, d'évolution, jusqu'à un certain point. Parce que si vous regardez bien chacun de vous, là, vous pouvez voir que ce qui vous angoisse réellement, c'est d'avoir le choix. Parce que le choix, vous pouvez faire le mauvais choix. C'est ça le truc. C'est toujours ça qui nous pend au nez. Donc il y a toujours d'angoisse entre faire le bon choix et le mauvais choix. Mais sur un plan profond, évidemment, quand on tourne l'attention vers sa propre source, on voit personne. Donc s'il n'y a personne, s'il n'y a pas d'entité séparée au cœur de l'expérience, eh bien le libre arbitre tombe. Est-ce que ça s'est vu pour toi, Stéphane? Ah oui, oui, pour moi c'est vu, sachant que, si tu veux, quand j'évoque ça avec mon entourage ou que je peux, comment dire, évoquer la question ou entendre certains témoignages, euh, c'est compliqué pour moi de pouvoir en parler sans, enfin, c'est-à-dire que forcément cet autre, il y a une forme comment dire, de braquage en disant mais qu'est-ce que tu racontes quoi, le libre arbitre, parce que la question du libre arbitre c'est en lien aussi avec la fameuse loi de l'attraction. C'est exactement la même chose, enfin pas la même chose, mais c'est pareil, c'est encore une croyance quoi. La loi de l'attraction et tout ça, si tu regardes Norman Peeler, qui est un gars qui a... Norman Peeler, c'était qui a créé le... Enfin, je sais pas si c'est lui qui l'a créé, mais en tout cas, il a écrit un livre sur la pensée positive dans les années 50. Et c'était le gourou du père de Trump et de Trump. Quand tu l'écoutes parler, on dirait un discours de Hitler. C'est impressionnant. Donc, sentez ce que ça fait que tout le monde dans une église dise que ma volonté soit faite à moi, que ma volonté soit faite. Je pense que j'ai pas besoin de poursuivre de commentaires, chacun ressentait. Et puis maintenant, sentez que ta volonté soit faite, la volonté de la vie. Alors, voilà, ceux qui sont excités par la première proposition, ils n'ont rien à faire ici. C'est que le niveau de sensibilité, de maturité n'est pas du tout compatible avec un satsang. Donc, moi je renvoie à personne, mais les Argalata Maharaj, ils rigolaient pas, ils disaient on n'est pas à la maternelle de la spiritualité. Non, mais plus sérieusement, évidemment que si on veut foutre en l'air un dîner entre amis, on pose la question, enfin, au détour d'une phrase, on dit ouais, de toute façon, il n'y a pas de libre arbitre comme ça. Et vous allez voir une levée de bouclier. J'ai aussi fait ça, voilà, par manque de maturité à une certaine époque, et voilà, ça a engendré des discussions. Voilà. Parce que vous donnez l'impression, quand tu fais ça, tu donnes l'impression aux autres que tu leur enlèves quelque chose. Tu leur enlèves leur liberté. Ce qui est intéressant, c'est que l'impression de liberté que nous ressentons en exerçant notre soi-disant libre arbitre est réelle. Mais
malgré l'illusion du libre arbitre, malgré le fait qu'il n'y ait pas de libre arbitre, la liberté que nous ressentons en semblant faire des choix, elle est réelle, mais ce n'est pas la liberté de Dan. Dan n'est pas libre d'aimer ou pas de regarder Messi jouer. Il n'est pas libre ou pas de jouer de la guitare, etc., d'apprécier tel chanteur, de préférer tel sport. Non, il n'y a aucune liberté là-dedans, bien sûr. Mais je peux sentir que ce que je suis essentiellement, lorsque j'investigue sans faire référence à la mémoire, est-ce que, alors à chacun vous pouvez le faire là, sans faire référence à la mémoire, ni aux associations mentales, est-ce que je dispose d'un libre arbitre? Ou est-ce que je n'ai aucun libre arbitre? Ou, entre parenthèses, ni l'un, sans faire référence à la mémoire, ni l'un ni l'autre. Vous voyez? Tu vois, plus profondément, Stéphane, la question du libre arbitre, tu vois, on peut aller plus profond encore dans la non-dualité. Bien sûr, on peut démonter le libre arbitre et ça peut être important. Moi, je me souviens d'avoir lu Greg Good, hein, qui est un pointeur brillantissime américain, qui disait que pour lui, bon, il avait compris plein de choses dans son chemin spirituel vers la non-dualité, mais qu'il y avait un truc sur lequel il butait, c'était l'impression de libre arbitre. Pourquoi? Parce que sa vie avait été, c'était l'histoire qu'il se racontait, était déterminée par semblait-il, des choix très importants qu'il avait fait, donc, je ne sais plus, entrer dans l'armée ou je ne sais pas quoi. Et quand il a découvert l'absence, enfin, vraiment, quand ça a été clair pour lui que le libre arbitre n'existait pas, l'idée d'être quelqu'un est vraiment tombée. Oh, voilà, paf. Mais on peut aller plus loin, hein. Si vous ne faites pas référence à la mémoire, est-ce que vous disposez d'un libre arbitre? Est-ce que vous n'en disposez pas? Ou ni l'un ni l'autre? Et donc quand on va dans le ni l'un ni l'autre, qu'est-ce qui se passe? On ne se pose même pas la question, mais on sent la liberté. Et cette liberté, elle ne vient pas, on sent la liberté, on est libre de l'un et de l'autre. C'est ça qui est extraordinaire, c'est cette liberté que nous sommes au cœur de notre être et qui est complètement libre de tous ces concepts-là, tu vois. Est-ce que tu vois ce que je veux dire, Stéphane? Bien sûr, tout à fait. Et donc, j'essaye souvent. Ouais, juste un truc, c'est que regarde en toi-même, quand tu lances ce genre de truc dans les discussions, regarde s'il n'y a pas parce que moi, à l'époque, quand je le faisais, il y avait une tentative un peu égotique, hein, de ma part, mais moi je ne peux parler que pour moi-même. Regarde voilà, d'où est-ce que tu parles à ce moment-là? Est-ce que tu parles à partir de ni l'un ni l'autre, de cet espace de non-savoir, d'humilité? Ou est-ce que tu parles à partir de quelqu'un qui a certes vécu des expériences, mais qui dans l'instant est plus inspiré par la volonté de prouver, je sais pas, de désarçonner, tu vois, ou d'amener les gens quelque part. Même avec les meilleures intentions du monde. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a une intention? Voilà. S'il y a une intention, tu connais comme moi l'adage, hein, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc voilà, je t'invite à regarder ça, parce que avec l'illusion de libre arbitre, elle tombe d'elle-même quand l'investigation du soi a été menée à bout, tu vois. Mais commencer par ça, c'est pas forcément la bonne pioche, tu vois. D'ailleurs, Robert Spira dit aussi la même chose. Bien sûr, il est évident qu'il n'y a pas de libre arbitre, c'est une illusion, mais il ne va pas déconstruire par là, non plus. Il va plutôt tenter de voir pour qui est-ce que l'illusion du libre arbitre apparaît, enfin, ou la certitude du libre arbitre. Tu vois. Et donc ramener l'attention vers ce qui
cela qui perçoit cette pensée. Et là, tout d'un coup, s'en trouve un espace impersonnel, intemporel. Est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est intéressant cette question que tu posais. Il me semble que tu as envie de poser d'autres questions par rapport à ça. Non, par rapport à ce que tu dis, j'aime bien prendre la métaphore d'une personne qui monterait dans le train en direction de Paris et qui est dans son wagon avec l'illusion du choix de passer d'un siège à un autre tout en étant dans ce wagon numéro un. Et son chemin de vie s'arrête donc à Paris, donc c'est son moment de mort et le moment de naissance pourrait être Marseille. Et à ce moment-là, cette personne qui, dans ce wagon, a l'illusion du choix de s'asseoir à droite, à gauche, ou au devant du wagon, ou derrière le wagon, en ayant l'illusion du choix qu'effectivement il est en mouvement et qu'il choisit pour lui-même. Alors qu'en réalité, il y a quelque chose qui se met en place qui fait qu'il va en direction de Paris et que son chemin se termine sous forme métaphorique à Paris. Oui. Voilà, parce que tu le dis bien. Tu le dis bien. Avoir le choix, ce serait comme une goutte d'eau qui est prise dans le, comment on dit là, le mainstream, là, le courant là qui change les températures dans le monde, là, le Gulf Stream. Ah oui, oui, c'est ça. La petite goutte d'eau qui dit ouais, chouette, là je suis en train d'aller à droite, là je vais vers le Groenland et tout ça. Et en fait, elle est entraînée par des milliards de vagues, quoi. Et nous, un être humain, il est comme ça. En ce moment, ici, ça parle, mais il n'y a personne qui parle. Là-bas, il y a apparemment des gens qui écoutent, mais profondément, il n'y a personne qui écoute. C'est ça, c'est un mystère absolu. Ce qui fait que je suis là, ici, et vous, ici, maintenant, c'est tout l'univers qui a conspiré pour ça. Mais nous fonctionnons dans une causalité extrêmement restreinte. Nous pensons qu'une pensée engendre une action. Heureusement que c'est pas vrai, parce que toutes les pensées, les saloperies de pensée qui arrivent dans un cerveau humain, si ça devait être le cas, on serait tous des serial killers, je pense. En tout cas, des killers. Mais donc, on a une vision de la causalité qui est vraiment de l'ordre de la maternelle et qui est intéressante pour partager des expériences. Oui, je suis venu ici parce que je t'aime bien, ou parce que, voilà, bon, comme ça nous fait des conversations, vous voyez, il faut bien dire quelque chose. Mais sur un plan profond, chacun d'entre vous, vous pouvez réaliser qu'en ce moment, vous n'en savez rien, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Vous voyez, bien sûr, vous avez entendu parler de cette possibilité de satsang, peut-être que vous avez déjà été intéressé par la non-dualité, mais on n'en sait rien au fond. On n'en sait rien. Parce que on fonctionne dans une causalité linéaire, mais en réalité, comme je disais tout à l'heure, chaque pensée est issue d'un tissu c'est à la fois génétique, les odeurs, les pensées, tout concourt à une pensée. Donc tu vois ce que je veux dire, Stéphane, il y a des milliards et des milliards de causalités. Tout est imbriqué. Mais la pensée « j'ai le choix » est une pensée assez récurrente. Et je l'ai beaucoup eu dans ma vie aussi, bien sûr. Je pense que Ramana Maharshi aussi, Nisargadatta, Jésus, le Bouddha aussi, avant de réaliser. Donc c'est naturel, puisqu'on nous a éduqués comme ça. On est éduqués par le bâton et la carotte. T'aurais pas dû penser cette pensée-là. T'aurais pas dû faire ça. Ah, ça c'est bien. Oui, ça c'est bien. Donc c'est une façon, c'est l'éducation même qui est basée sur l'illusion du libre arbitre. Donc c'est assez naturel dans un certain domaine. Voilà, ça fonctionne. Mais vous savez, c'est comme dans la science, quand on regarde au niveau quantique, voilà, les principes newtoniens vacillent quand on va dans l'infiniment petit. Et quand on mène comme ici une investigation extrêmement profonde, directe, eh bien on s'aperçoit que les choses ne sont pas vraiment comme on le pense.
Mais immédiatement, ce qui me vient, c'est est-ce que là, 40 personnes là, qui sont là, est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui savait quelle va être votre prochaine pensée? Je ne sais pas si on m'entend. Pardon? Oui, oui. Je ne sais pas si on m'entend. Si on t'entend, je ne sais pas qui parle. Enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un d'ailleurs? Oui. En fait, pour moi, cette discussion autour du libre arbitre, ça relevait, c'est ce que j'ai écrit, ça relève du personnage en fait auquel on s'identifie, ça relève du film. Mais si on quitte le film, si on regarde l'écran, cette question du libre arbitre n'a plus lieu d'être en fait, si on prend de la hauteur. Pour moi, c'est quelque chose, c'est une notion, oui, du personnage qui se bat avec ça au quotidien. C'est Boris qui se bat, ou Stéphane, ou Dan, avec est-ce que j'ai le libre arbitre, est-ce que j'ai le choix, est-ce que j'ai pas le choix. Mais si on prend de la hauteur, ça n'a plus lieu d'être finalement. Oui, je trouve Pour moi, c'est comme ça que... Je trouve ça très bien formulé, oui. Tu le dis bien, c'est dès qu'on pense, qu'on croit avoir un libre arbitre, c'est qu'on est identifié un personnage et c'est qu'on est dans le film. À ce moment-là, tant qu'on croit qu'on a un libre arbitre, il est impossible de réaliser sa vraie nature. Tant qu'on se prend pour quelqu'un, c'est impossible de réaliser sa vraie nature. Voilà. On doit d'abord se désidentifier du film. On doit réaliser que ce que nous sommes, c'est conscience. Et l'idée ou l'impression du choix, ça apparaît et ça disparaît en nous. Comme toute pensée. C'est simplement une pensée récurrente, comme la pensée je suis Dan, qui s'intercale entre chaque pensée. Depuis qu'on est tout petit, et qui nous fait croire que c'est Dan qui parle, enfin c'est l'individu, le moi qui parle, qui chante, qui danse, qui court, qui dort. Non. Ça dort, ça court, ça parle. Mais il n'y a pas quelqu'un, là, caché dans les coulisses, ou alors, montrez-moi-le, qui tire les fils. Ou alors, on pourrait dire oui, mais alors il tire le fil de tout l'univers. Je pense qu'on peut formuler les choses aussi différemment, même quand bien même j'ai le choix, au final ça n'a pas d'importance parce que je prenne un choix ou l'autre, c'est la même chose que ce que Stéphane tout à l'heure, quoi qu'il en soit, je vais atterrir à Paris. Donc du coup cette question de libre arbitre, encore une fois, c'est une question, oui, liée vraiment au personnage. Que j'ai du libre arbitre, que j'ai du choix ou pas, au fond, finalement, ça a d'importance, ça me complique la vie, mais ça n'a pas d'importance finalement. Si on accepte les choses, qu'elles se fassent, qu'on laisse les choses couler, pour moi, c'est plutôt la question où est-ce que j'interviens, où est-ce que jusqu'à où je laisse faire et quand est-ce que ça donne le tournis en fait. Alors c'est intéressant parce que d'un côté, tu pointes vers l'expérience ultime, hein, donc absence de libre, et après tu rajoutes en commentaire, la question pour moi c'est de voir jusqu'où je peux aller. Donc tu vois pas une contradiction là? Ben oui, c'est justement, ça donne c'est ce que je disais, ça donne le tournis. C'est vrai qu'il y avait un côté, j'ai conscience que... Mais parce que... Ouais, mais ça relève du personnage. Donc, voilà, mais tu l'oublies la seconde d'après. Et ça donne le... Oui, mais c'est ce que je disais, ça devient... C'est ce que je dis. Ça donne... Le tournis, il est lié au fait que tu passes d'un point de vue relatif à un point de vue absolu. Tu dors,
enfin, tu te réveilles, donc tu parles de ton rêve. Alors tu dis, voilà, le libre arbitre, oui, c'est clair que ça n'existe pas, et ça se détend. Puis, tu te mets à dormir, et tu commences à rêver que tu as le libre arbitre. Et tout ça, c'est fait dans une même phrase. Ouais, non, mais j'en suis consciente. Pardon? J'ai pas Oui, compris. j'en suis parfaitement consciente. Voilà. J'en suis consciente. Donc, au moment, Et c'est vrai que au moment où tu en es consciente, à nouveau, tout simplement, l'illusion du libre arbitre tombe à nouveau, et il n'y a pas de difficulté à choisir. Les choix se font. À chaque instant de la journée, le corps fait des choix. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Des choix sont opérés. On va à droite, on va à gauche, on prend le bus, on prend le train. On reste confiné ou non. Non, mais voilà, des choix sont faits. C'est juste ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a personne qui fait les choix. On voit bien que il pleut. Mais est-ce que quelqu'un a choisi de pleuvoir? Il fait beau. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de faire beau? Le vent, il y a le vent d'est qui souffle, le Mistral, mais est-ce que le Mistral a décidé de souffler? Non. Ben, c'est pareil pour un individu. Voilà. Ça souffle, ça vente, ça brille, ça pleut, ça rit, ça pleure. ça répond. Voilà. Ça répond à ce qu'il y a. Voilà. Exactement. C'est ça. Sandrine. C'est Sandrine. Non, qui c'est qui a parlé? C'est Sandrine, non? C'est moi qui parlais, oui, c'est Sandrine. J'ai reconnu ta voix. Gratitude. Ouais. Ouais. Ça répond sans qu'il y ait personne qui soit là. C'est ça. On peut dire comme ça? Oh bah oui. De toute façon, Ça t'avais pas le choix. Ouais. Ben oui. Et ça nous ramène au mystère. Ça nous ramène à l'humilité. Tout ça, c'est une affaire de lâcher prise, au fond. Mais il n'y a personne qui lâche prise. On peut simplement constater qu'on est en train de tenir la prise. Ouais. On est en train de tenir. Il y avait une chanson comme ça, qui m'était venue, qui commence comme ça. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Elle commence comme ça. Donc, tant qu'on a besoin d'expérimenter l'illusion d'avoir le libre arbitre, ben c'est ce qui est. Et puis, voilà, parfois la souffrance est trop forte et on se met à se poser des questions vraiment très profondes qui désarçonnent.